Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, le Club Paname, édition 27 déjà. Le temps passe vite, je vous remercie d'être avec nous ce soir. On va parler du double classico, on va parler de notre pauvre blessé Neymar et on va parler du Real Madrid car le match qui arrive et qui nous attend et qui nous stresse et qui ne fait parler que de ça, c'est le 8e de finale retour contre le Real Madrid. Pour parler de tout ça, ce soir, je suis avec mes amis, mes experts, mes analystes du soir. Olivier, comment ça va? Ça va Jimmy, tout va bien. Ravi, comment vas-tu? Bonsoir à tous, tout va bien. Et Clément, c'est la première fois que toi et moi faisons un podcast ensemble. Comment vas-tu, Clément? Effectivement, ça va, nickel. Eh bien, merci à toi. On va commencer par le PSG OM 3-0 qui s'est déroulé dimanche dernier. Celui de Ligue 1, mes amis, le PSG s'est imposé 3-0 grâce à des buts de Mbappé, Cavani et un but contre son camp de Rolando. Mes amis, je commence tout de suite par vous demander quels ont été les points forts de ce PSG. Olivier, tu ouvres le champ. C'était deux matchs qui nous souciaient un petit peu avant, parce que quand même Marseille est dans le peloton des poursuivants du PSG. On pensait que ça pouvait être un test, une bonne préparation pour le match de Madrid, et puis rien de tout ça. On peut se féliciter d'une victoire très large, 3-0, un clean sheet qui est pas si fréquent cette année. La poursuite de la série d'invincibilité du PSG, ça fait quand même 33 matchs d'affilée sans défaite au parc. Et puis contre l'OM, c'était le 16e match, toute compétition confondue, sans défaite, avec 13 victoires et 3 nuls. On peut se féliciter aussi que, à la suite de cette soirée, le titre est quasiment acquis, puisque maintenant il y a 14 points d'avance sur Monaco, 16 sur l'OM, 21 sur Lyon, et ne parlons même pas du peloton des économiquement faibles. Alors, le 4e, Montpellier, est à 32 points. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est un match qui a été maîtrisé de bout en bout. Jamais on a senti les Marseillais capables de rentrer dans ce match et de revenir. Ils ont été surtout brillants par leur provocation verbale avant le match, mais après, pas de moyen de passer à l'acte, donc ils se sont un petit peu ridiculisés sur ce coup-là. Merci à toi, Olivier. Ravi. Quels ont été les points forts du PSG? Oui, comme a dit Olivier, 3-0 contre les Marseillais, c'est toujours bon. On peut noter en priorité l'efficacité qu'on a eue devant le but. 2 tirs cadrés, mais 3 buts. Et un jeu un peu plus collectif que les matchs précédents. Des belles sorties de balles, et puis l'envie de jouer plus simple. Voilà, après on a pu apprécier le retour en force de Mbappé. On a retrouvé sa vitesse, sa faculté d'éliminer ses adversaires. Et aussi, alors c'est pas sur le jeu en lui-même, mais j'ai aimé quand même la réponse cinglante au précédent débat qu'on a eu au mois de janvier sur Thiago Silva. Et là, moi j'ai vraiment aimé l'attitude qu'il a eue sur le terrain, mais aussi en dehors et dans son discours après le match. Voilà, donc sur le match, 18e victoire consécutive au parc, donc c'est un nouveau record. Match en défaite à domicile. Et puis j'ai aussi apprécié en tant que fan aussi, le petit clin d'œil à DBZ, Dragon Ball Z avec ce tifo. Bon, je pense que pour battre l'OM, un Sangoku version enfant avec sa petite queue aurait largement suffi. Pas mal, j'aime bien. Merci à toi, Ravi. Clément. Alors, moi, Alors, j'ai aimé la victoire pleine d'autorité, avec une solidité défensive, puisqu'on n'a pas eu une seule occasion de l'OM avant la 80e minute. Une certaine cohérence en fait dans le jeu global de l'équipe, assez solide, pas trop de pertes de balles dangereuses, un milieu de terrain qui s'est fait respecter. Ensuite, le réalisme devant les buts, parce qu'on a quand même fait une stat assez inédite, 3 buts en 2 frappes cadrées. Ensuite, l'engagement des joueurs qui cette fois-ci se sont pas fait marcher dessus comme au match aller où ça avait été un scandale. Les mecs ils en avaient clairement rien à faire du symbole du classique. Et pour terminer, j'ai beaucoup aimé le match de nos sentinelles qui ont apporté des choses assez différentes l'une de l'autre, mais qui ont toutes les deux été assez convaincantes, voire brillantes même par moments. Merci à toi, Clément. Ok, merci à vous pour cette analyse. On va passer au point faible du PSG dans ce match contre l'OM. 'OM. 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 'OM.
Alors, alors moi déjà, c'est la titularisation de Lo Celso. Je pense qu'il est dans un mauvais cycle, il est jeune, et ça nous aurait fait du bien de voir au parc Pastore dans un classico ou même Draxler, mais voilà, j'ai pas forcément compris cette titularisation. Sinon, dans le jeu en lui-même, très peu de profondeur. Et la preuve en chiffres, c'est qu'on a eu juste un seul hors-jeu sifflé. Sifflé, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Enfin, qu'il n'y a pas eu de position d'être hors-jeu beaucoup. Voilà, donc ça manquait de profondeur avec Neymar et même Kylian, hein, ils aiment bien quand même avoir la balle aussi. Et puis avec un Cavani qui n'a pas beaucoup apporté à ce niveau-là, même s'il n'a pas été beaucoup servi. Et puis, alors, je sais que beaucoup ont salué son match, mais personnellement, il y a quand même encore des erreurs, des absences. Pas forcément des erreurs, enfin, il y en a eu aussi, mais aussi des absences chez Kurzawa au niveau défensif. Un match où il faut le critiquer, mais quand même, ça reste assez récurrent. Des fois, il a des sautes de concentration, il est ailleurs. Et voilà, sinon, la deuxième mi-temps, évidemment, un très quelconque. Il était en gestion totale. Et puis, il y avait trop de fautes. Avec un arbitrage un peu trop sévère. Peut-être que c'est vrai, il a. Enfin, en tout cas, il y a eu trop de fautes. Il n'y a pas eu besoin de l'assistance vidéo pour hacher le jeu. Et puis, voilà, forcément, cette blessure de Neymar. Il avait quand même subi 6 fautes avant. Merci à toi, Ravi. Clément, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, il y a pas mal de choses qui me dérangent. Le premier point, bah, c'est le manque d'occasion. Parce que clairement, alors c'était un match, je trouve, qui était collectivement intéressant, mais qui s'est pas forcément montré par la domination, par le nombre d'occasions, quoi. C'était au final des excès d'individualité avec un petit peu de réussite quelque part qui nous ont fait marquer et gagner 3-0, mais j'ai trouvé que la manière au niveau offensif n'y était pas forcément. Ensuite, Lo Celso, j'ai noté aussi effectivement je pense qu'il y a un petit contre-coup de son début de saison où tout le monde était en admiration devant ce joueur qui surprenait un peu à la Verratti lors de ses premiers mois. Et là, ça fait quand même 3-4 matchs qui passent un peu au travers. Donc je suis un peu inquiet, je pense qu'il a besoin de repos. Et j'espère que Emery va m'entendre là-dessus. Ensuite, la blessure un peu bête de Neymar sur une action anodine, alors il se baisse complètement seul en fait. Il y a pas forcément de raison à sa blessure et je trouve ça assez dommage. Et ce qui me peine encore plus, c'est l'ombroglio général post-match autour de la blessure de Neymar, où personne ne savait ce qui se passait, la conférence de presse d'Emery qui va rester dans les annales, clairement. Et le problème, c'est que ça joue un peu contre l'image du Paris Saint-Germain et ça montre un peu l'amateurisme de notre club sur certains points aux yeux du monde. Et là, je vais peut-être me mettre à dos Olivier en disant ça, mais je trouve que notre docteur Roland, c'est quand même l'extrême inverse de ce fameux docteur Fuentes qui est clairement un génie de médiocrité. Merci à toi, Clément. On aura l'occasion d'en reparler quand fera un petit focus sur Neymar et sur sa blessure et sur les conséquences. Olivier, ce que tu n'as pas aimé, toi, sur le jeu du PSG, plus que sur une individualité dont on parlera dans les tops et flops? Oui, je crois que moi, je soutiens un petit peu ce qu'ont remarqué mes petits camarades. J'ai pas aimé, comme le dit Ravi, la fin de match avec ses chamailleries un peu grotesques. Il y avait plus de football, une succession de fautes contre les arrêts de jeu, des discussions incessantes. Et bon, l'arbitre peut ne pas être très bon, mais il faut vraiment dire que dans des matchs comme ça, les joueurs ne lui facilitent vraiment pas la tâche. Et puis l'animation offensive, je crois que vous l'avez dit aussi, elle continue actuellement à reposer essentiellement sur les individualités plus que sur le collectif. Alors ça marche en Ligue 1 car la différence de qualité individuelle elle est criante entre les joueurs du PSG et leurs rivaux. Mais à force de ne compter que sur ça, ça risque de pas suffire quand le niveau va s'élever. Ça commence par le milieu où il manque vraiment clairement un joueur capable d'assurer la transition quand Verratti n'est pas là. Bon, Diarra revient, il apporte à la récupération, mais il est très quelconque en construction. Et Mota
a plus cette qualité de transmission, mais il manque vraiment de volume après une indisponibilité aussi longue. Et puis, bon, l'âge qui est quand même là. Si l'un des deux joue, il faut, avec Marco, un 8-10 que n'est pas Rabiot. Et on voit très bien que ça ne fonctionne pas dans ces conditions. Quant aux combinaisons entre les trois de devant, elles sont actuellement quasi nulles. Cavani touche un minimum de ballons alors qu'il continue à faire des appels et je crois qu'on peut l'admirer pour ça parce qu'il y a beaucoup d'avancantes qui auraient laissé tomber en voyant qu'ils ne reçoivent jamais la balle. Kylian, lui, il est desservi par un jeu qui penche beaucoup du côté de Neymar, c'est-à-dire du côté gauche, et on se sert pas assez de son pouvoir d'élimination. Le problème, c'est que Neymar prend beaucoup de place. À gauche, il truste le ballon, il tente beaucoup, mais c'est surtout individuel. En plus, il revient maintenant très souvent très bas et il doit faire des exploits techniques pour passer un premier rideau souvent dense, ce qui entraîne des pertes de balles et qui l'expose également aux fautes et aux coups. Au total, comme on l'a dit, peu d'occasions hier et 3 buts, mais sur 2 tirs cadrés. Notre meilleure chance est donc dans un jeu de contre qui gomme les déficiences à la construction et qui se sert des qualités de vitesse de nos attaquants. Mais cette mono-manière de jouer perd en variété et donc en incertitude pour les défenseurs adverses et on peut craindre que ça ne soit pas suffisant au très haut niveau. Mais du coup, Olivier, j'ai envie de te relancer sur un point. C'est au début de l'année, quand on commençait à faire nos matchs avec Mbappé, Cavani et Neymar, le nouveau trio, ça marchait très bien, c'était très fluide. Et comment t'expliques qu'aujourd'hui, Cavani, il touche presque aucun ballon? On repense tous à la stat pendant le Real, où Neymar a fait une passe à Cavani et Mbappé lui en a fait 0. Comment t'expliques ça? Il y a eu un premier temps où Cavani a été un peu négligé. Les deux arrivants se cherchaient, se trouvaient, c'était même parfois un peu caricatural. Et puis on a eu la période où Cavani a commencé à marquer but sur but. Et là, on sentait qu'il y avait une certaine forme de complicité qui était en train de s'installer. Neymar et Mbappé jouaient plus avec Cavani, c'était plus équilibré dans la répartition des ballons entre le côté droit et le côté gauche. Et on a l'impression que depuis la trêve, tout ça a un peu volé en éclats. Bon, Cavani a sûrement eu du mal à redémarrer après une trêve un petit peu tronquée. Non, moi, j'arrive pas à trouver d'explication. Ce que je ne comprends surtout pas, c'est qu'à 2 tiers de la saison, Emery n'ait pas été capable de mettre sur pied une animation offensive qui se respecte. Il a un matériel formidable et on assiste encore à des matchs où les joueurs ne se font aucune passe. C'est totalement inacceptable. Ravi, toi, Bon. tu l'expliquerais comment Ouais. le Mais fait que... pour moi, on retrouve un peu ce qu'on avait avec Ibra et Cavani. C'est un peu difficile, mais ça serait même plutôt à Neymar de s'adapter à Cavani, mais c'est compliqué de demander à Neymar de s'adapter à Cavani. Tant cette année, on fait avec ce matériel-là. Mais c'est pas forcément les deux qui seront les plus complémentaires. Si Neymar faisait comme il faisait à Barcelone, en étant vraiment plus et en laissant le cœur du jeu à Messi ou à Iniesta, ça serait sûrement plus facile pour Cavani. Maintenant, voilà. Du fait qu'il pourra le faire, je ne pense pas. Et Clément, toi, tu as une réponse sur le fait que Cavani soit pas servi? Ouais. En fait, pour moi, Cavani, bon, après, je pense que tout le monde est plus ou moins de cet avis-là. Il n'a pas du tout un jeu adapté au jeu qu'Emery essaie de mettre en place. C'est un joueur qui est très brouillon et qui en plus est pas très chanceux, je trouve, malheureusement. Parce que des occasions, il en a. Parfois, il y en a des belles, mais on sait pas pourquoi. Mais le gardien en face, il fait un arrêt exceptionnel qui ne joue pas en sa faveur, quoi. Et c'est souvent comme ça. Et donc, du coup, je pense que il entretient par un peu cette poisse, par son manque de précision d'un point de vue technique. Il entretient le manque de confiance que ses partenaires, notamment ses deux partenaires d'attaque, ont envers lui, en fait. Alors moi, je suis pas trop d'accord par rapport au fait que Cavani n'est pas dans le profil qu'aimerait Emery. Au contraire, hein, je pense que Emery voudrait un jeu explosif vers l'avant et c'est pas pour critiquer Mais la Neymar, hein, Ligue 1 te le mais c'est permet la pas. constatation. Et Neymar, il ralentit souvent le jeu en fait. Et c'est ça le problème, alors que Cavani, il a besoin de jouer rapide Oh, ouais. avec un jeu Oui, mais direct. oui, Alors, oui, est-ce que mais un jeu dans l'intérêt du PSG, vaut mieux jouer construire autour de Neymar que de Cavani? ouais, clairement.
Non, mais C'est ça la complexité. Une fois de plus, on a l'impression qu'il y a une incompatibilité culturelle entre les qualités des joueurs et le jeu qu'on veut mettre en place. Le fait que Neymar joue de moins en moins devant, essaye de construire de derrière, comme dit Ravi, ça ralentit le jeu. Et on a vu que la très bonne période du PSG, ça a été à partir du match aller contre Munich, où là, on a subi, on a joué en contre. Et là, en contre, l'explosivité tant de Mbappé que de Cavani offre des possibilités exceptionnelles. Moi, je serais milieu de terrain. J'adorerais jouer avec un attaquant comme Cavani qui propose en permanence des solutions. Alors parfois, ces solutions ne sont pas adaptées, mais c'est un joueur qui est en permanence en recherche de profondeur, qui offre des possibilités de passe. Et là, ça n'arrive pas. Et on a l'impression que c'est ça qui coince actuellement. Il n'y a pas de complicité tactique entre ces trois joueurs. Ouais, mais Olivier, c'est facile de dire que tu veux jouer en contre, mais comment tu veux jouer en contre dans une Ligue 1 où on domine tout, ou par exemple contre le Real, où là, va falloir qu'on remonte 2 buts et c'est eux qui vont nous attendre. Oui, mais bon, là, on va en parler justement des solutions contre le Real et où paradoxalement, l'absence de Neymar peut proposer un autre type de jeu que celui actuellement. Ok, bon, on va avancer les gars. On va passer au top et au flop de ce match OM-PSG. PSG-OM en Ligue 1. Du coup, comme c'était un beau match de chez nous, je vous autorise 3 tops pour ce match et je commence par toi Clément. Alors, premier top, Mbappé, qui, contrairement au match aller, n'a pas pris le match à la légère. Il a proposé des belles actions. Il a provoqué, il a eu un but, bon, avec un petit peu de réussite parce que ça passe sous le pied de, je sais plus qui c'était Rolando, Amavi, ouais. Donc Mbappé dans un premier temps. Deuxième chose, alors moi il y a pas spécialement de joueur qui m'a transcendé sur ce match. Alors je dirais la prestation collective globale qui a montré quand même, notamment défensive, que on était capable de tenir un match d'une quand même haute intensité sans concéder des occasions toutes les 5 minutes comme parfois face à d'autres équipes beaucoup moins armées. Et pour terminer, nos 2 sentinelles, Diarra et Mota, qui je trouve ont été tous les 2 très convaincants et qui me laissent beaucoup d'espoir pour le match face au Real. Merci à toi Clément. Olivier? Oui, moi je mettrais Thiago Silva parce que je n'ai toujours pas compris pourquoi Emery ne l'a pas titularisé contre Madrid. On peut se poser effectivement la question de la complémentarité entre Thiago Silva et Marquinhos, une complémentarité qui est sûrement meilleure avec Kimpembe pour les deux. Mais si on doit éliminer un des deux, entre Thiago Silva et Marquinhos, moi, sans hésitation, je garde Thiago parce que cette saison, il est régulièrement meilleur que son cadet. En plus, il se sacrifie à jouer à gauche parce que l'autre ne joue qu'à droite et il est quand même moins avantagé quand il joue à gauche que quand il joue à droite. Dimanche, moi, je l'ai trouvé vraiment énorme, individuellement, dans tous les aspects du poste. Anticipation, marquage, placement, les interventions même en dernière intention. Ou alors collectivement, parce qu'il a été un vrai leader de la défense, lui qu'on présente souvent comme quelqu'un d'effacé. Il joue souvent maintenant assez haut, proche de la ligne médiane. Pour moi, c'est vraiment le défenseur central des 3 qui est indispensable. Bon, Mbappé, comme Clément, moi je trouve il s'est racheté de son match aller. Il a à nouveau fait étalage de ses qualités de percussion qui sont extraordinaires. Il a ridiculisé Amavi et Rolando. Mais là aussi, je déplore qu'il n'ait pas été suffisamment servi, étant donné qu'il avait montré en début de match. Et puis, je suis obligé de faire quand même un peu amende honorable sur Diarra, dont j'étais très dubitatif du recrutement. Et à ma grande surprise, je trouve qu'il progresse de match en match. Je l'ai trouvé vraiment performant dans la partie défensive du rôle. Il a cette qualité de lecture du jeu, il colle bien au ballon, il coupe les attaques. Par contre, il est encore très timide à la relance. Et là, peut-être, c'est ses possibilités physiques du moment. Il se projette un minimum. Mais il est quand même étonnant, quoi. C'est un joueur, ça fait 2 périodes d'1 an où il n'a pas joué. Il est capable de renaître de ces périodes de non-jeu. Il est surprenant. Je ne connais pas d'autres exemples que lui dans ce registre-là. Il m'énerve pas. Là, par contre, tu as dit un mot qui ne fallait pas dire. Je vais t'exclure, tu es banni.
Juste pour te répondre, Olivier, pourquoi Emery il a choisi Thiago Silva contre le Real, pour moi c'est assez simple, c'est parce qu'on sait que Thiago Silva dans les grands matchs, surtout à l'extérieur, il a tendance à devenir au Fiotto plus que au Monstro. On pense notamment à sa trahison au Camp Nou pendant le 6-1 et je pense que Emery lui en a tenu coupable. Et on se rappelle du 4-0, il y avait Kimpembe et Marquinhos. Pour moi, c'est les raisons pour lesquelles il a préféré cette charnière-là, tout simplement. Moi, je partage pas cette analyse. Je pense que celui qui a été la fiotte à Barcelone, c'était Emery et pas du tout Thiago Silva. Et il a voulu payer Thiago Silva pour flatter son ego, pour s'imposer. Je crois qu'il a fait vraiment une erreur de management caractérisée à Madrid. Et vraiment, moi, je lui en veux beaucoup de cette chose-là. Merci à toi, Olivier. Ravi, tes 3 tops? Ah oui, les top, c'est ça? Oui, exactement. Excuse-moi, Ravi. j'étais en train de penser à un but de Ben Arfa avec Non, mais Newcastle. bienvenue parmi nous, Ravi. Alors les 3 tops, Mbappé bien sûr, hein, qui est revenu en force, ouais, et on l'a ressenti dans un jeu un peu insouciant, qui cherchait pas à calculer, à forcer les choses, c'était naturel. Donc voilà. Il a su calmer le jeu avec quelques bons choix d'orientation de balle. Sinon, un petit peu par défaut, j'ai mis Neymar. Parce que je ne le mets pas tout le temps, donc enfin voilà, il est quand même incroyable ce joueur. J'ai beau le critiquer parfois, c'est quand même. Et là, moi, j'ai trouvé, alors bizarrement, moi, j'ai trouvé un peu plus collectif que d'habitude. Ouais. Ballon, il a joué un peu plus simple. Donc c'est ça que j'ai aimé, et c'est comme ça que je vois quand il reviendra son axe pas de progression, mais de s'inscrire dans l'équipe aussi, quoi. Et sinon, le troisième top, comme Olivier, Silva. Alors, moi, j'ai pas la même vision qu'Olivier sur le sujet, bien sûr. Moi, je pense que la petite mise à l'écart d'Emery, surtout qu'il ne devait pas du tout s'y attendre, ça, je pense que ça l'a quand même bien touché dans son orgueil, mais de façon positive. Ouais, C'est c'est ça vrai. qui est appréciable, par contre. C'est vrai que ça fait Ouais, longtemps qu'on l'avait pas vu aussi leader sur un terrain. Voilà, c'est ça. Donc peut-être qu'il y avait un côté tactique, mais je pense aussi, comme toi, GMX, c'était quand même un peu sur la patate après Barcelone. Voilà, donc voilà, là on aime bien, il est ultra concerné, et je pense que ça sera le cas aussi mardi. Différent, et non pas dans cette position de confort qu'il a parfois affectionné. Merci à toi, Ravi. Je suis totalement d'accord. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Thiago Silva aussi leader. Ça fait presque même, j'irais même des années, j'oserais dire. Merci à vous, mes amis. On va passer au flop du match. Du coup, comme c'était un match 3-0, je vous autorise 2 flops. Olivier, à toi de commencer. Oui, moi, j'ai même pas des flops, c'est 2 déceptions, je dirais, dans un match qui a été totalement dominé avec une opposition ridicule. Bah, Lo Celso, comme tout le monde, l'indisponibilité de Verratti lui donnait pourtant une bonne opportunité de se montrer en 8, dans une position qui est plus conforme à ses qualités que le rôle de sentinelle où Emery l'avait cantonné à Madrid et où il a sombré, sans que notre coach ne le repositionne malgré le naufrage. Bah, l'occasion, malheureusement, est ratée, avec une performance défensive médiocre et surtout un manque d'influence dans les transitions. Il est dans le dur, clairement, actuellement, et ça va être difficile pour lui de garder sa place contre le Real, surtout que Diarra et Mota reviennent très fort. Et Cavani, moi j'adore Cavani, et ça m'attriste de le voir comme ça. Je pense qu'il n'a pas une entière responsabilité, et il n'est pas suffisamment servi, mais bon, il a touché quand même un minimum de ballons. Alors est-ce qu'il est introuvable? Est-ce qu'on cherche pas à le trouver? Il y a sûrement un peu des deux. Heureusement, il y a ce but extraordinaire d'avant-centre avec un contrôle et une frappe instantanée en pivot qui montre toute la qualité de ce joueur lorsqu'il joue en première intention. C'est très dommage. Moi, je suis très très déçu pour lui actuellement qu'il ne trouve pas mieux sa place dans l'équipe parce que c'est un joueur fantastique. Merci à toi, Olivier. Ravi, tes 2 flops, si tu en as. Oui, bah c'est les mêmes, hein. Le Celso, je pense que, en fait, l'erreur, et là je crois que Olivier en avait parlé aussi dans un podcast après le Real, l'erreur c'est la. Enfin, c'est plutôt moi même, je sais plus. Bref. L'erreur, c'est d'avoir titularisé avec le Real, contre le Real. Et là, depuis ce match-là, je pense il est en dessous, et je pense que psychologiquement, ça a dû quand même l'atteindre.
Et puis de toute façon, à cet âge-là, c'est sa première vraie année à haut niveau. Donc c'est normal, il peut pas enchaîner non plus. Donc je pense qu'il y a il y a deux aspects, un physique et un psychologique. Et que là, il doit jusqu'à la fin de saison, voilà, maintenant il faut s'en servir avec plus de simonie. Et puis Cavani, bien sûr, hein. Alors, on le met en flop, mais il a marqué, hein. Et c'est son 4... enfin, avec le match de mercredi, ça fait 4 buts en 4 matchs. Donc au final, il redevient efficace. Parce qu'on avait un petit peu peur au mois de janvier. De quoi avoir peur. Parce que quand Cavani ne marque pas, sa prestation est souvent, Ouais. ça vaut la moyenne ou à peine. Surtout qu'il défend un petit peu moins cette année que, les années d'avant. Donc, faudrait qu'ils se remettent aussi. Bah, je pense que de toute façon, contre le Real, ils seront tous au taquet, ils seront tous à 100% dans le pressing. Il aura, pas seulement parce que Neymar ne sera pas là, mais il aura des occasions de. Contrairement à ce qu'a dit Clément tout à l'heure, je pense qu'il est quand même assez efficace. Quand tu regardes les stats en réel, il est dans les premiers en Europe. Merci à toi, Ravi. Tâche de réussite. Merci à toi, Ravi. Clément, tes deux flops? Alors, moi, je suis impressionné par notre capacité à gagner à 10 contre 11 face à Marseille pendant tout le match, au final, hein, parce que Lo Celso, on l'a pas vu pendant 60 minutes, et ensuite, Neymar est sorti. Donc Lo Celso, évidemment, hein, qui est complètement absent depuis 3 semaines. Je pense il a surjoué, hein. C'est un joueur qui déjà en Argentine ne pouvait pas enchaîner les matchs tous les 3 jours, et là il est titulaire tous les matchs depuis 3 semaines, même un peu plus, parce que c'est le joueur le plus utilisé par Emery depuis 2018. Et c'est vrai que voilà, c'est normal, il a un contre-coup, il est jeune. Et ensuite, alors j'ai hésité entre Kurzawa, qui malgré des progrès notables, malgré le fait qu'il ait un peu souffert face à Thauvin. Thauvin n'est pas un mauvais allié, hein, donc ça se pardonne. Mais c'est vrai que Cavani, pour moi, le fait qu'il touche même pas 10 ballons dans le match, c'est quand même symptomatique d'un problème d'entente. Et on peut pas construire avec presque 2 joueurs en moins dans l'équipe, quoi. Donc moi, je trouve ça dommage qu'il soit un peu moins en vue quand Neymar est là, quoi. Je suis d'accord avec Olivier là-dessus. C'est vrai il est assez discret. En fait, il se fait voir par sa capacité à défendre, quoi. C'est tout. Bah, en fait, la recette pour Cavani, on la connaît, c'est de jouer sur les côtés, de faire des passes en profondeur. Ils arrivent à jouer avec Cavani. Donc c'est Oui. quand même faisable. Mais ça Oui, reste après, mais c'est des schémas quand même assez basiques mais ça fonctionne. Merci on à marque entre vous, l'espace. merci à vous, mes amis. Juste pour vous expliquer pourquoi Lo Celso est moins bon, c'est tout simplement une malédiction qui vient de Basto. Comme vous savez, Basto, notre cher créateur du Club Paname, j'étais au bar avec lui pour voir le match contre le Real, et il me disait si Lo Celso joue contre le Real, ça va être super bien. Si Diarra joue contre le Real, ça va être super pas bien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Dieu l'a entendu et il a dit Basto, tu as voulu parler, je vais te guigner Lo Celso, et voilà. Il a tué notre Lo Celso, donc moi je mets Basto en flop. Merci Basto, dédicace à toi. On peut Merci. le mettre à chaque podcast. Hein. Quelle ordure, putain. Surtout avant les matchs. Ouais. Merci à vous les gars. Bon, on clôture sur ce PSG de Ligue 1, sur ce PSG OM de Ligue 1, et on passe au PSG OM d'hier soir. Même score, 3-0, mais pas les mêmes buteurs. 2 buts de Di Maria et 1 but de Cavani. Mes amis, quels ont été pour vous le point fort de ce PSG d'hier soir, qui a été remanié avec une compo avec un milieu Mota, Verratti et c'était Draxler? Non. Draxler, oui. Ouais, c'était Draxler. Draxler. Donc les points forts pour vous, Ravi, c'était quoi les points forts hier? Bien. Ce que j'avais entrevu sur le match de championnat, donc c'est renforcé mercredi, hein, bien aidé par la composition dont tu as cité les noms au milieu de terrain. Donc on a vu une équipe plus soudée, solidaire, hein, et donc beaucoup plus collective. On a senti une vraie force collective là pour le coup. Et voilà, hein, le retour de la doublette italienne, Marco
Bah, tu sais qu'avec ces trois-là, ça va caresser le cuir et or le ballon, Jimmy, c'est comme les femmes. Il aime les caresses. C'est Cantona qui disait ça. Et, non, mais voilà, c'est ça qui est important, le jeu collectif, le fait de donner, recevoir, partager. Tu te démarques, il y a une interaction, tu te démarques, tu donnes pour l'autre, tu reçois le ballon et après tu le redonnes, et ainsi de suite. Et c'est avec des joueurs qui sentent le même football qu'on va avancer, quoi. C'est comme ça qu'on voit des beaux matchs et que les résultats suivent derrière. Donc là, voilà, on a vu un match plaisant avec des beaux mouvements collectifs au milieu. Et bah, j'ai vu Pastore rentrer, donc ça m'a fait du bien. Mais voilà, sur le match, on a vu des enchaînements à une touche de balle, des talonnades, des louches, retournés, grands plombs. Enfin, on a tout eu sur ce match. C'est vrai. Et avec la faiblesse de l'adversaire qui a fait illusion 30 minutes. Voilà. Merci à toi, Ravi. Clément, est-ce que tu es d'accord avec ton ami? Entièrement. Entièrement, parce que déjà, dans un premier temps, ce que j'ai apprécié, c'est la deuxième victoire face à l'OM et principalement une invincibilité à domicile qui est préservée, donc qui est bon pour la confiance. Je pense que le Real va se confronter à une équipe redoutable. Ensuite, je trouve que l'équipe a joué de façon très cohérente, très solide défensivement, quelques occasions offensives, plus que le premier match. J'ai trouvé d'un point de vue global dans le match, ça a été quand même beaucoup plus complet. Le milieu de terrain y est pour beaucoup, je pense, parce que déjà la complicité Marco-Thiago Motta, c'est quand même quelque chose de très très lourd. Et c'est vrai que Draxler, même s'il a été assez discret en début de match, il s'est lancé par un contrôle merveilleux en fin de première mi-temps où il est dos au but et il fait un petit contrôle là et où il laisse sur place, je crois que c'est Luis Gustavo. Et ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que l'absence de Neymar et de Mbappé même en deuxième période ne s'est pas du tout faire sentir. C'est souvent quelque chose qui est assez symptomatique des équipes qui dépendent d'un joueur et on voit que notre équipe c'est pas qu'un joueur, quoi. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est beau ce que tu dis, Clément. Olivier, Ouais, je sais, je suis un philosophe. rajoute-toi à la beauté, Olivier. Oui, moi j'ai aimé d'abord le sérieux de l'équipe, c'est championnat ou coupe, ça a été la même motivation, la même qualité, même avec 8 changements de joueurs entre les deux équipes. Et maintenant on a un petit peu oublié tellement le PSG domine la scène nationale, mais gagner 2 fois de suite à domicile sur un score aussi large et sans pouvoir trembler, ça reste quand même un exploit dans le football. Alors, j'ai aussi adoré la reconstitution du duo Verratti-Motta. Je crois que Verratti n'est jamais aussi bon que quand Motta est là. Ils jouent le même football, ils sentent le football de la même façon. Ils se soulagent l'un l'autre, ils se complètent parfaitement l'un l'autre. Et d'un seul coup, ce duo a transformé l'équilibre de l'équipe et notamment dans la qualité des transitions. Et puis, c'est terrible de dire cette chose-là, et Clément l'a dite, et moi je vais la dire aussi, l'absence de Neymar ne s'est pas fait remarquer. L'absence de Neymar ne s'est pas fait remarquer. J'ai encore du mal à comprendre que je puisse prononcer ces mots-là. Sans lui, et même si ces remarquables qualités individuelles font forcément défaut, l'équipe est capable de trouver d'autres solutions, plus collectives. Et on voit surtout que l'équipe était encore plus dominante, je trouvais, qu'au premier match. Bien sûr. Et on voit même des joueurs se libérer quand il ne prend pas toute la place dans leur zone. C'est aussi ça un peu des problèmes de Neymar, c'est que les garçons qui jouent avec lui du côté gauche, ils sont à la portion congrue. Ça a été le cas de Draxler, qui est souvent desservi par sa discrétion, mais dès qu'on le regarde un petit peu plus attentivement, c'est un joueur qui fait toujours les bons choix, c'est toujours propre, c'est toujours des belles transmissions, c'est toujours quelqu'un qui bonifie les ballons qu'il touche, mais c'est surtout Pastore. On a vu Pastore rentrer enfin en numéro 10, qui est sa vraie place, cette place qui lui a été entre guillemets volée par Ibra et par Neymar actuellement. Et quand on voit Pastore en 10, libre dans l'axe, on voit le joueur extraordinaire qu'il est. Et d'un seul coup, on a revu effectivement tout ce football extrêmement brillant de Pastore qui est capable individuellement, mais aussi toujours
dans le sens du collectif, de bonifier ses partenaires. Et là, la fin de match, on s'est régalé, même si les Marseillais avaient depuis longtemps quitté la scène. On a vu du football comme on rêve d'en voir au parc plus souvent. Merci à toi, Olivier. On passe au point faible du PSG. Est-ce que vous avez vu une faiblesse dans ce PSG? Sinon vous dites que vous avez rien vu et on passe. Clément. Alors, c'est vrai que c'est difficile de trouver des points négatifs sur ce match. Alors, une qui concerne pas forcément le PSG, mais c'est l'arrêt complet des ambitions marseillaises après 50 minutes. Alors, c'est compréhensible, mais d'un autre côté, bon, je trouve que c'est ce qui rend ce match difficile à analyser pour la suite, parce que on n'a pas joué le match pendant 90 minutes. Ensuite, la première mi-temps de Di Maria est quand même insuffisante. Il fait beaucoup d'erreurs individuelles et c'est son but qui le relance et il fait une seconde mi-temps complètement différente, quoi. C'est le jour et la nuit. Et voilà. Et pour moi, ce qui m'embête plus, c'est le fait de ne pas pouvoir tirer vraiment des enseignements sur ces deux matchs au final, qui ont au final été assez ont été pliés assez rapidement et sans réelle difficulté. Merci à toi, Clément. Olivier, est-ce que tu rejoins Clément? Oui, je rejoins Clément, notamment sur la mauvaise prestation de Di Maria en première mi-temps, mais elle n'est pas de sa faute, elle est de la faute d'Emery, qui a voulu le placer en remplacement poste pour poste de Neymar. Et dès que Mbappé et Di Maria ont, de leur propre chef, inversé leur position, Mbappé passant à gauche et Di Maria à droite, on a retrouvé le Di Maria qu'on connaît dans cette position-là, qui peut rentrer sur son pied et qui a martyrisé totalement son adversaire direct, qui a marqué juste avant la mi-temps, ce qui a quasiment tué le match, et qui a ensuite remarqué en début de deuxième mi-temps. Et là, les Marseillais sont totalement sortis de la rencontre. Et effectivement, moi, j'ai déploré le foutage de gueule des Marseillais. Moi, je serais supporter de Marseille ce matin, à Dieu m'en garde, bien entendu. Je serais catastrophé de voir mon équipe, mais se faire dessus, enfin, faire une prestation de cette insignifiance, et surtout après avoir roulé les mécaniques toute la semaine en annonçant qu'ils allaient mettre le pinceau, qu'ils allaient faire sauter les danseuses, qu'eux étaient l'équipe du collectif contre les individualités. Et les gars, faut arrêter les conneries, quoi. Si vous voulez pas jouer au foot, eh ben, déclarez forfait, mais ne venez pas faire des prestations comme celle-là, qui sont indignes du haut niveau et qui décrédibilisent totalement notre Ligue 1. En plus, quand tu déclares forfait, ça fait 3-0, je crois. C'est ce que j'allais dire. Donc au final, ils avaient même pas besoin de payer l'essence et tout, Olivier. Là, tu leur donnes des bonnes infos, Olivier. Et on aurait gardé Neymar avec ces conneries-là. Ouais, mais pour l'aller, c'est pas pareil. Là, pour le retour, enfin pour la coupe, ils auraient pu ne pas venir. Mais bon, C'est vrai, on absolument. aurait vu moins de jeux. Ravi, toi, t'es d'accord? Oui, le gros point faible, c'était l'OM. Donc, Merci. particulièrement la défense centrale avec Rami et Abdenour, c'était ridicule. Et puis, non, sinon, nous, on a quand même mis du temps à rentrer dans le match. Ça, c'est vrai. Froid faisait qu'on devait faire chauffer la machine, mais voilà. Bon, après, c'était pas si grave, hein, et puis on maîtrisait, hein, ils ont eu combien? Une occasion ou zéro? Je sais plus. Une occasion en Ouais. toute fin de... Voilà, donc, à dire de plus. Merci à toi, Ravi. Moi, je rajouterais un truc, c'est que tu as un peu parlé, Ravi, c'est un peu ce manque un peu comme contre le Real chez eux, c'est-à-dire qu'on a le ballon, mais tu as toujours une imprécision dans l'avant-dernier geste qui fait qu'on crée pas d'action alors qu'on a le ballon, ce qui fait qu'il y a un but qui arrive quand même assez tardivement, quoi, vraiment à la fin de la première mi-temps, alors que pour moi, on aurait dû marquer bien avant, vu qu'il y avait que nous qui avons le ballon. Donc c'est un peu ce qui est arrivé contre le Real et qui me fâche un petit peu. Après, pour le reste, je suis d'accord avec vous, messieurs. On va passer au top du match. Pareil comme le match de Ligue 1. Là, je vous autorise 3 tops vu que c'était plutôt sympa. Olivier, tu commences? Bah, Verratti, pour moi, c'est l'homme du match. Il a démontré toutes ses qualités exceptionnelles, défensive, placement, pressing, récupération, mais aussi offensive avec sa vision du jeu, les projections, les transmissions courtes et longues. Et puis son duo avec Mota, c'était un vrai régal, hein. Comme également son entente avec Di Maria lorsque celui-ci est repassé dans sa vraie position du côté droit. Bah, Mota, on est obligé de saluer le grand Mota qui est vraiment un joueur tout à fait particulier, tout à fait exceptionnel
du football. Il a tenu 75 minutes, c'est déjà rassurant après tant d'absence. Et puis, bon, comme les Marseillais ne lui ont pas exercé un pressing très, très farouche, qu'il a eu le temps de jouer, qu'il a été relativement peu pris dans son dos, il a su faire ce que fait Mota, c'est-à-dire il joue dans 4-5 mètres carrés en contrôlant, en se plaçant, avec une qualité de transmission longue et courte absolument extraordinaire. Bon, le grand point d'interrogation sur Mota, c'est qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va avoir une vraie opposition et surtout un vrai pressing sur lui, où il aura moins le temps de s'organiser et où il risque d'être pris dans son dos. Mais sinon, ça reste un joueur merveilleux. Et puis Di Maria, bon, qui a été desservi par son positionnement à gauche, comme je l'avais dit, mais ensuite il est redevenu le Di Maria qu'on voit depuis la reprise de janvier, c'est-à-dire un danger constant avec ses prises de risque, ses provocations, ses frappes. Il marque 2 fois et 2 fois du pied droit, ce qui ne doit pas lui arriver très très souvent. Il rate de peu le 3e, il réussit quelques services laser tout à fait formidables, comme celui pour la tête de Pastor qui a été brillamment sauvé par Mandanda. C'est sans aucun doute le meilleur attaquant parisien en 2018. Comment Emery a-t-il pu le laisser sur le banc à Madrid? Ça, c'est encore un truc que je m'explique toujours. Ça, je ne me l'explique pas non plus, Olivier. Ravi, tes 3 tops pour ce match? Ouais, donc Verratti, hein, lui, bah, effectivement, c'est un joyau comme joueur. Il peut même finir une saison avec 0 but. Personnellement, je m'en fiche. Pour moi, c'est un régal. Il a marqué déjà, non? Il a été à 2 buts ou 3 buts, je sais plus. Ouais. C'était le type. Voilà. Grande facilité, et puis avant je le comparais à Xavi, mais en fait il a vraiment sa façon de jouer à lui, son style, donc il a tout pour plaire, et surtout il monte en puissance parfaitement pour ce match si important mardi. Donc Tolier, Verratti. Mota, bah, avec lui on a tout de suite plus de maîtrise. Des transmissions de qualité, de la vitesse de transmission. Son profil fait que il permet à toute l'équipe d'être en confiance, ballon au pied. Et sa malice, c'est un 6 presque parfait quand les jambes vont. Alors est-ce qu'il pourra avoir le rythme nécessaire contre le Real? Je pense que pour 1 heure, ça le fera. Et puis le 3e top, Di Maria. Alors voilà, pour revenir à ce que vous avez dit sur Di Maria, en fait c'est l'image de sa carrière en fait, ce match. C'est que ce joueur, il a toujours été comme ça en fait, hein. Au Real de Madrid, il pouvait ne rien faire pendant un match, et pendant un quart d'heure, tout d'un coup, briller comme un dieu, quoi. C'était, je me souviens, en fait, sa seule année où il a été régulier, c'est parce qu'il ne pouvait plus se cacher quand il était avec Carlo Ancelotti au milieu de terrain. Mais sinon, il a toujours eu ce... Alors, est-ce que c'était parce qu'il était à gauche? Peut-être un petit peu. Il manque au niveau la capacité tactique à appréhender un poste peut-être en début de match, je sais pas. Mais faut savoir déjà qu'avec la sélection, il joue quand même à gauche. Oui, puis au Real, il a joué au milieu plus bas, mais à gauche aussi. Quand il était la saison avec Carlo, oui. Quand il a fait sa bonne saison, c'était au milieu gauche. Mais sinon, c'était quand même plutôt à droite. Mais voilà. Et donc après, par contre, on l'a retrouvé. Il a retrouvé son foot. De toute façon, il est toujours très actif, hein. Même quand il est mauvais, il est actif. L'avantage. Et voilà, on l'a retrouvé, il a percuté, et puis il a gagné sa place largement pour mardi. Merci à toi, Ravi. Clément, tes 3 tops? Alors moi, honnêtement, j'ai rien à ajouter. Pour les mêmes raisons que mes 2 compères, j'ai mis les 3 mêmes. mêmes. Ok. Bon bah vous mettez tous les 3 Verratti, je suis très content. Vous aurez tous un petit billet à la fin du podcast. Je voudrais quand même dire qu'on a pas mal parlé assez en mal de Mota. Je me rappelle des podcasts qu'on faisait avec Olivier où on disait qu'il fallait que Mota se blesse pour qu'on voit enfin un milieu beau à voir jouer. Mais franchement, c'est un des matchs où d'habitude, dès qu'il y a une attaque contre nous, je serre les fesses, quoi. Je me dis putain, on va se prendre un but. Parce que c'est vrai que notre défensivement, on avait un peu du mal. Et c'est vrai, revoir Mota venir, t'es tout de suite plus serein, quoi. Tu peux te caler tranquillement sur l'oreiller et dire ouais, ça va rien faire, quoi. Et ça fait plutôt plaisir. Ouais, Mota a eu une sale période l'année dernière aussi, hein. Au moment où il était plus rassurant. Ouais. Et Mota, quand on a la balle, il est parfait. Le problème, c'est quand on n'a pas la balle. Et quand on va subir des contres du Real. C'est là où ça
ça peut être un petit peu compliqué si on joue, si les lignes sont distendues et si la défense joue trop bas. Enfin voilà, c'est pas Non, qu'il et est puis trop au milieu, quoi. Faut que reste. Mota, il a eu une mauvaise période parce qu'il a joué pratiquement tous les matchs. Je crois, les 14 premiers matchs, il a C'est joué vrai. 12 fois. Et notamment, il a joué à la fin un peu souffrant. Et malgré ça, Emery l'a titularisé à Marseille où il a fait vraiment le match le plus catastrophique que de sa je l'ai vu. carrière. Et bon, Mota, il a 35 ans, il faut quand même le ménager. Emery traite Mota comme il traite Alves, c'est-à-dire il n'y a pas de demi-mesure, il faut que ces joueurs-là ils soient corvéables à merci. Mais bon, des joueurs comme ça, il faut les gérer. Et puis, c'était la période où c'était le trio Mota, Verratti et surtout Rabiot. Et la période du 7+3, où là, c'était parti un petit peu C'est en ce qu'il quenouille. a fait avec Mota, là. Euh, Ce qu'il a fait avec Mota cet hiver. Oui, ce qu'il a fait avec Mota cet hiver. Et donc là, Mota revient, et puis on a envie qu'il revienne, et on le voit avec un peu de fraîcheur, et dans un match où il n'est pas pressé, c'est sûr que là, il est exceptionnel. Merci les gars. Et je veux juste aussi ajouter un truc, vous allez peut-être que dire que je suis un fou. Mais j'ai toujours adoré Angel Di Maria et pour moi, quand il est à 100%, bon, c'est quelque chose qui arrive chaque année bissextile, quand la température est à une certaine et que là il y a la pleine lune ou des trucs comme ça, donc ça arrive quasiment jamais. Mais pour moi, quand Di Maria est à 100%, il n'y a que Messi qui est meilleur que lui. Pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là. Je le vois comme ça. On peut partir ou pas? Vas-y, tu peux. Du coup, voilà mes amis, on passe au flop maintenant du match. Quand vous avez le droit à 2 flops chacun, vu qu'on a fait un beau match. Ravi. Les flops Mbappé. Bon, en fait, enfin, je pense que voilà, il a plus d'expérience et de puissance que le Celso. Il a une saison, enfin 6 mois en Ligue 1 en plus. Mais je pense que c'est un peu comme pour le Celso, c'est difficile pour eux d'enchaîner les matchs tous les 3 jours en fait. Je pense qu'ils sont encore un peu jeunes. Faut pas confondre les capacités physiques avec l'endurance, et l'endurance, ça s'acquiert avec l'âge. C'est vrai. Voilà. Monaco, il s'est Donc, pas mal tourné. Hein. oui, voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, ça. Donc là, un match un petit peu en dessous de sa part, travers. Et puis Meunier. Moi, j'adore Meunier. Hein. En tant que joueur, j'aime bien, j'aime sa pensée, sa philosophie, sa façon de jouer. Mais là, cette année, bon, il a quand même une année difficile au niveau de la santé, et ça se ressent parfois dans son jeu. Et bon, là, apparemment, il était malade, il avait une gastro. Et, malgré tout, il a joué, mais voilà, physiquement, quand il est un petit peu en dessous, bah, il a du mal à être aussi pétillant qu'il a pu l'être parfois. Quoi. Merci à toi, Ravi. Clément. Alors moi, j'ai quand même réussi à trouver 3 tops. Garcia, l'OM et les supporters marseillais. Ouais. Merci Clément, j'aime bien, tu es très... On aurait pu mettre Mandanda dans les tops d'ailleurs, qui était vraiment Oui, très bon. ouais, il a fait des beaux arrêts. Olivier, Garcia flop. ressemble de plus en plus à Wenger. Oh non, arrête. Non, je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible quand même. Wenger, c'est quand même une autre pointure que Garcia. Hein. Oh, enfin quand même Olivier. Attends. Là par exemple, au moment où on se parle, il y a Arsenal-Manchester City. À Arsenal, il y a 3 buts à la mi-temps. Oui, mais bon, Wenger n'y est pour rien. Bon, tes flops Olivier. Alors mes flops, non, j'ai rien à rajouter à ce que disait Ravi. Meunier, bon, je sais pas pourquoi il a joué malgré une gastro-entérite, mais enfin ça c'est encore the Emery touch. Et puis Mbappé, mais bon, ouais c'est ça. Et donc tu fais jouer un mec malade pour reposer un gars suspendu, c'est génial. Et puis Mbappé, mais bon, je crois qu'il a pris aussi un coup à la cheville, qu'il l'a fait d'ailleurs arrêter le match à la mi-temps. Enfin, on a vu quand même la différence actuelle, en tout cas, entre les deux attaquants droits, quand c'est Mbappé et quand c'est Di Maria actuellement. Je crois qu'il n'y a pas photo entre les deux. Ouais, je suis d'accord. Pour le moment, en tout cas. Ça, je suis d'accord, Olivier. Je t'ai dit, c'est le 2e meilleur joueur du monde, donc il n'y a pas de problème. Personne n'a dit Draxler en flop. Il n'y a que moi qui... Ah non. Flop. Il a été très bon, Draxler. Il était très bon. Bon, je crois que... En fait, peut-être que je me focalise sur lui. c'est que c'est un joueur. Voilà, en fait, il y a des. Enfin, je vais pas catégoriser comment on regarde un match de foot, mais voilà, ça fait partie d'un joueur. Mota, il faut savoir qu'aussi, il a mis du temps à être apprécié par le public. Ah, c'est pas pareil. Ouais, mais en fait, Draxler, voilà, c'est quelqu'un qui va
parfois transparent. On va avoir l'impression qu'il est transparent, mais il va quand même toucher ses ballons, il va faire ses passes, il va trouver des transversales, et c'est ça Draxler. Alors bien sûr, il doit être un peu plus mis en valeur par ses coéquipiers peut-être, ou lui-même, il doit davantage se montrer, mais voilà, c'est pas facile avec Neymar à côté quand il joue avec lui. Mhm. Et toujours quelqu'un qui va chercher comme a dit Olivier tout à l'heure, la bonne passe au bon endroit, le bon déplacement. Ouais, mais Voilà, je il trouve perd qu'il très très peu de crée ballons. rien, moi je trouve qu'il y a rien de spécial chez lui. Je trouve qu'il est beau. Tu vois, il est Bah, trop beau en fait. Tu sais, c'est comme une danseuse quoi. Tu sais, c'est beau à voir jouer, c'est gracieux. Mais par rapport à un Pastore qui est plus mécanicien, qui va plus mettre les mains dans le cambouis, tu vois, je préfère. Tu vois, c'est plus viril. Draxler, c'est un peu trop efféminé dans le jeu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. ouais, Non, non, c'est peut-être moi. parce Hein, que c'est c'est peut-être moi. Non, non, Draxler, il est desservi vraiment par son type de jeu. C'est toujours sobre. Il n'y a jamais d'effet de manche. C'est toujours, il faut voir le terrain qui couvre. Draxler entre les lignes, il est quand même formidable. Et puis, il fait deux actions extrêmement brillantes. Cette remise de la tête pour le troisième but fantastique de C'est vrai. Cavani. Et puis, se retourner en ciseaux qui aurait pu, faire le but de l'année s'il l'avait marqué. Donc Draxler, il est capable de tout. C'est un joueur qui a une palette technique extrêmement variée. Le problème, c'est qu'il a la perfection, c'est toujours ennuyeux. C'est ce que je disais du 11 de Blanc, mais c'est pareil avec Draxler. Oh La perfection, c'est toujours ennuyeux. Alors là, blanc, ça Moi, avait rien de beau ni de. Enfin bon, on va passer, les amis, on va passer. Voilà, voilà. Juste une théorie sur la raison pour laquelle Meunier a joué. Vas-y. C'est que je pense il voulait éviter de mettre Diarra jouer tout le match à droite Hmm. parce que sinon, ça veut dire que, enfin, il y avait personne pour jouer à la place de Meunier et du coup, ça veut dire que on aurait fatigué Diarra en prévision du match face au Real et où on aurait pris un risque de blessure. Donc, je pense que c'est la raison principale. Ok, merci. Vu la prestation des Marseillais, même si Emery avait joué à droite, on aurait gagné. Merci à vous, les amis. On va parler de Neymar. On va clore sur ces deux matchs et on va parler de Neymar qui s'est blessé. Neymar, notre joueur, notre pépite, nos 222 millions en lingots d'or, mes amis. Il s'est blessé tout seul au premier match contre le Real et il va se faire opérer au Brésil. 3 mois d'absence, saison terminée. On croise les doigts pour qu'il puisse revenir pour le mondial. Ça serait terrible pour le Brésil. Mais pour ce qui nous concerne, j'ai envie de vous poser une question, messieurs. Peut-être c'est une question qui va faire sursauter nos auditeurs, mais est-ce que vous pensez, j'ose demander, que l'absence de Neymar réduit significativement nos chances de nous qualifier contre le Real Madrid? Olivier. Moi, je vois pas de possibilité de répondre autrement que par oui. Un joueur comme ça, quand tu perds un joueur comme ça, c'est forcément un handicap pour l'équipe. On peut pas raisonner autrement. D'ailleurs, il y a qu'à se souvenir comment il nous a crucifiés au Camp Nou lors du match du Barça. C'était peut-être le seul joueur sur le terrain qui croyait encore après le but de Cavani. Eh ben, c'est lui qui va faire les actions qui vont réveiller l'équipe, qui vont réveiller le public et qui font qu'on s'est liquéfié et on a eu l'issue qu'on connaît. Donc c'est un joueur qui a des qualités absolument exceptionnelles et même si on peut penser qu'il est très personnel, ses statistiques sont stratosphériques en nombre de buts marqués, en nombre de passes décisives. C'est un joueur qui est capable de déstabiliser n'importe quelle équipe, de marquer ou de faire marquer à tout moment. Il est aussi capable d'accaparer l'attention de plusieurs défenseurs et donc de libérer des espaces pour ses partenaires. Et enfin, son jeu, tout en provocation, est également générateur de coups de pied arrêtés, voire de cartons pour les joueurs adverses. Donc c'est une perte immense. Mais elle sera surtout une perte immense si Emery cherche à le remplacer poste pour poste, comme il a tenté de le faire hier en début de match en positionnant Di Maria à gauche à sa place. Parce que Neymar, il est irremplaçable. Donc il ne faut pas chercher à faire du Neymar sans Neymar, il faut jouer différemment sans lui. D'autant que si son expression individuelle est énorme, bah, on est quand même un peu déçu par son rôle d'animateur du jeu offensif. Et on est frappé surtout depuis le retour de la trêve, comme on l'a dit, par la pauvreté des échanges entre les trois de devant. Avec Cavani, ce qui coïncide avec la baisse d'efficacité de celui-ci, mais même aussi avec Mbappé. Autre problème, Neymar, par son activité sur tout le côté gauche, où il n'hésite pas à aller chercher des ballons très bas, bah, il éteint souvent ceux qui évoluent dans sa zone, que ce soit Draxler ou Pastore. Et que dire de sa complicité qui est souvent totalement inexistante avec les deux arrières latéraux. Donc le salut va passer par d'autres joies d'hommes et surtout d'autres répartitions des rôles,
comme on a vu quelques exemples hier et sur lequel je reviendrai avec ma compo rêvée et le 6. Ok. Merci à toi, Olivier. Ravi, est-ce que tu es d'accord? Oui, bah, avec lui, c'est sûr qu'on a plus de chances de marquer, hein, les stats le prouvent. On marque un but de plus avec lui que sans. Et bon, voilà, sur le banc, on a des joueurs qui pourraient être titulaires, donc que ce soit Di Maria, Draxler ou Pastore. Et puis, bah, ils ont déjà prouvé dans le passé qu'ils pouvaient être là dans les grands matchs, que ce soit Di Maria qui a gagné la Ligue des Champions, ou qui a fait aussi un très bon match contre le Barça à l'aller. Il y a Pastore aussi qui aime ce genre de match, et Draxler aussi avec l'Allemagne qui fait des très matchs. Ils sont tous très motivés et bah, Unai, on a les armes, on a l'équipe. Unai, je pense qu'il pourra avoir la capacité de mettre l'équipe la plus complémentaire. L'idée, c'est d'avoir quoi? Un pressing haut. Et puis après, une fois qu'on a la balle, avoir des joueurs de talent pour faire la différence. Voilà, on a vraiment toute notre chance, surtout qu'on est au parc. Donc, j'avais juste une question. Est-ce qu'on va parler du Classico ou on enlève la question? Ah merde, j'ai oublié. J'avoue, je l'ai passé. Bon, bah, on y revient tout de suite après. Ok. Du coup, à toi, Clément. Alors oui, effectivement, c'est une grosse perte. Après, l'année dernière, on a gagné 0 face au Barça, Neymar n'était pas là, hein. Donc, en soi, et au final, tous les joueurs qui sont sur le terrain, hormis Mbappé, ont participé à ce match, hein. Donc, en soi, pour moi, je pense qu'on est capable de gagner, surtout au parc, sans avoir besoin de Neymar nécessairement. On a un collectif qui est rodé, on a quand même été à Marseille. Alors après, la question est de savoir si c'est de par notre qualité ou par leur médiocrité, mais euh, on a clairement des arguments à faire valoir, même sans sa présence sur le terrain. On a un banc de superstars, on a enfin, je pense que tous les joueurs qui sont titulaires dans notre équipe seraient titulaires partout ailleurs dans les grands clubs. Honnêtement, étonnamment, je suis pas du tout inquiet. D'accord, merci à toi, Clément. Du coup, bah, on verra ce que ça va donner sans Neymar le 6 mars. Je reviens juste, oui, pour une question que j'ai oubliée, les amis, si vous pouviez faire vite, vu qu'on est un peu à la bourre. Je voulais vous poser une question qu'après les deux matchs contre l'OM, comme on a gagné 6 buts à 0 sur les deux matchs, on voit que l'écart est trop grand. Et je voulais vous demander si le classique voulait encore dire quelque chose pour vous, Clément. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, alors, il y a deux points de vue. Le premier, c'est du point de vue des tribunes. Oui, évidemment, ça se chambre. On a bien vu la fin du match, comment ça s'est terminé, notamment les toilettes du Parc des Princes. Il y a quand même une hostilité mutuelle entre les deux clans de supporters. Après, dans les faits, les deux équipes jouent pas dans la même cour, quoi. Et les joueurs le savent. En plus, on a quand même une équipe composée de joueurs étrangers. La plupart, ils connaissaient même pas le classique avant d'arriver au PSG, hein. Donc en soi, faut dire ce qui est. En soi, le classico, enfin le classique, il n'existe que dans la tête des supporters. Merci à toi, Clément. Olivier, est-ce que tu es d'accord? Bah non seulement le classique veut rien dire actuellement, mais il a surtout jamais voulu rien dire parce que c'est quelque chose qui est totalement artificiel, qui a été monté de toutes pièces par Tapi et Canal à l'époque où il était propriétaire du club. Alors, il a donné lieu à des matchs disputés, parfois très virils, mais maintenant il y a qu'à voir les résultats entre les deux équipes pour voir que sportivement, il n'a plus aucune signification. Le match d'hier était le 10e match d'affilée sans défaite, toutes compétitions confondues, entre le PSG et l'OM. On a 14 victoires et 3 nuls. Cette fois, l'OM sort du parc avec en deux matchs 6 buts encaissés, aucun but marqué. On ne peut qu'être attristé devant la pauvreté actuelle des adversaires de Paris en Ligue 1, qui suppriment tout suspense dans les compétitions nationales. Les autres ne se battent plus aujourd'hui que pour la deuxième place, quand ils ne la balancent pas la récompte, comme l'OM hier après le deuxième but, où Garcia fait sortir ses meilleurs joueurs et a fait reculer le quart en marche arrière pour partir le plus vite possible. Donc tout ça, c'est attristant. Bon, tu parles du niveau de la Ligue 1, Olivier, mais tu sais que quasiment toutes les équipes de Ligue 1 nous ont battus au moins une fois depuis QSI, mais pas l'OM.
Bien Oui, fait. tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Ravi, tu es d'accord? Quelque chose à ajouter? Ouais, bah du coup, je pensais être en porte-à-feu avec mes acolytes, mais en porte-à-faux avec mes acolytes, mais ils ont le même avis que moi. Non, voilà, comme a dit Clément, en dehors du stade, les réseaux sociaux, on n'a plus du tout le même picotement qu'on avait, même il y a encore 15 ans, où quand on jouait un classico, parfois ça pouvait sauver une saison. Mais c'était surtout dans les années 90, où bon, il y avait une vraie concurrence sportive. On luttait chacun pour le titre. Voilà, donc après, ça a été suivi dans les tribunes pendant quelques années. Puis le plan, le prou, et puis ensuite l'arrivée. Il y a tellement d'écart entre nous maintenant que c'est compliqué de. Aujourd'hui, c'est pas un match contre l'OM qui est important, c'est on doit gagner tous nos matchs, que ce soit Monaco, Lyon, Strasbourg. Strasbourg et l'OM en fait. Donc voilà. Bon, c'est toujours sympa si le les réseaux sociaux, Ouais, en mais en fait, dehors de ça, dans les faits, à part Kimpembe peut-être qui a été un peu plus motivé, même pour les joueurs, ça change pas grand-chose, quoi. j'ai surtout l'impression que c'est surtout pour les réseaux sociaux, en fait, de trois demeurés qui font qu'insulter d'un côté ou de l'autre, et du coup, ça fait surtout plaisir pour les voir ne plus rien dire, en fait. C'est surtout comme ça que je le vois. Voilà. Mes amis, on clôt du coup sur ça, sur Neymar. On va parler du Real Madrid car c'est ça le match, mes amis. C'est ça le stress. Rien que dire le mot Real Madrid. Je m'emporte. Ah là, Madrid. La voix monte. Que faire? Je commence à taper du pied par terre. Mes amis, le Real Madrid a perdu la semaine dernière contre l'Espagnol Barcelone. Bon, avec une équipe largement remaniée à l'extérieur. 1-0. C'est le match qu'on attend tous. C'est le 8e retour. C'est la saison va être basée là-dessus. On a 2 buts à remonter, les gars. On a 2 buts à remonter. Une mini remontada. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous y croyez, mes amis? Olivier, est-ce que tu y crois, toi qui es un réaliste? Bien sûr, j'y crois, j'y crois. J'étais au parc en 93 dans les mêmes situations et on l'a fait, donc il n'y a pas raison qu'on ne le refasse pas. Mais j'y crois surtout pour plusieurs raisons objectives. D'abord, le fait de jouer ce match à domicile où on est quasi invincible depuis plusieurs années. Au niveau national, bien sûr, mais aussi en Ligue des Champions. Les 2 derniers gros matchs en Ligue des Champions au parc, c'était contre le Barça l'an dernier et le Bayern cette année. On a fait à chaque fois un festival. La physionomie du match aller aussi donne des raisons d'y croire, car sans le coaching désastreux d'Emery en fin de match, le PSG a fait au moins jeu égal avec le Real. On était encore à 1 partout à 10 minutes de la fin. Et puis les forces en présence, parce que le Real est quand même très loin d'être au top cette année, avec une saison très décevante dans son championnat, et on voit des résultats en dents de scie, quand dans le même temps, le Paris Saint-Germain survole totalement sa saison, à la fois en Europe et bien sûr au niveau national. Maintenant, il ne faudra pas se tromper ni dans la composition, ni dans le projet de jeu, ni dans le coaching. Et l'équipe et bien sûr son staff technique devront être mentalement prêts à ce choc au sommet. Et c'est ce secteur mental, où ils ont souvent été défaillants par le passé. Si on est capable de maîtriser tous ces phénomènes-là, moi j'y crois dur comme fer. Ravi. Ouais, bah moi, il y a 25 ans, j'y étais aussi. Bon, j'avais pas de poil au dos, c'était la belle époque. Euh, non, bah je pense que ouais, effectivement, comme a dit Olivier, hein, déjà là-bas, à Bernabeu, on a fait jeu égal avec eux. Là, en plus, ils risquent d'avoir Modric en moins. C'est quand même assez intéressant. Nous, on est imprenable au parc. On va avoir un gros public, un énormissime public derrière nous. On va avoir un gros collectif. Je pense qu'on aura les mêmes ingrédients que ce fameux match aller contre le Barça. Et puis, les joueurs, ils ont envie ils vont être revanchards, ils en ont marre, je pense. Et j'espère qu'ils vont écrire une histoire comme il se doit. Merci à toi, Ravi Clément. Alors pour ma part, je suis très serein. Autant l'année dernière, le 6-1, je l'avais pronostiqué juste avant le match. Je sais pas pourquoi je l'avais senti. Cette année, le 3 du Real, je l'avais senti aussi. En général, les grands matchs, j'ai un bon feeling. Et là, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on va rééditer l'exploit de 93. Moi, j'étais pas né, j'avais 3 ans. Mais je pense qu'on a gagné 4-1 après prolongation. Personnellement, je pense que l'équipe est effectivement très revancharde parce qu'ils considèrent le match aller comme une injustice. On les a regardés les yeux dans les yeux. On a eu
quasiment autant d'occasions qu'eux. On a eu un arbitrage défavorable. Là, je compte sur Mota pour faire pression sur l'arbitre au match retour. Après, quoi d'autre Ah oui, très important. Notre parc à nous, il est imprenable. C'est une forteresse. Aujourd'hui, je pense que le Real, cette année, à l'extérieur, ils ont eu beaucoup de difficultés, notamment. Tandis que nous, ça fait quand même depuis presque 1 an et demi maintenant qu'on est invaincus. Je sais pas, il y a plein de petites choses comme ça qui me font dire on va les dominer de la tête et des épaules. Merci à toi, Clément. Donc toi, tu pronostiques un 4-1 après prolongation. Ce qui est assez drôle, c'est que Olivier Ravi, je me rappelle que avant le match aller, vous n'y croyez pas forcément. Là, on s'est pris 3-1 et tout d'un coup, ah ouais, vous y croyez. C'est assez drôle. Du coup, Ah si, moi. Ouais. toi, tu crois? Ah oui, toi, t'étais assez optimiste, Ravi. Moi, je voyais un nul là-bas, et puis... Oui, moi aussi, j'avais pronostiqué un nul. Non. Toi, Olivier, Si. je me rappelle très bien, chance de passer, t'avais Non, dit non, mais 30%. 30%. Tu te rappelles même pas de ce qui s'est passé la veille, tu vas pas te rappeler d'un truc qui est de 3 semaines quand même. Moi, je me rappelle du podcast d'avant-match. C'est même avant, Oui. un bon moment, tu nous avais dit chance de passer 20-30%. Mais du coup, Bon, Olivier, oui, là, bah oui. tu vois, Vas-y. tu vois combien comme score? Moi, je vois 2-0. Ravi? Ah, c'est pronostic ou compo? Vas-y, Pronostic pronostic, ouais. euh... 4-1. 4-1. Ok, mes amis. Du coup, on va passer au dernier point de ce podcast. On va parler de la compo, vu que vous parliez du compo et intention de jeu. Du coup, j'ai envie de vous mettre, pour finir ce podcast, dans la peau d'Emery. Oh la vache. C'est-à-dire... Ah non, non. Oh, Olivier, quand même. Il a des beaux cheveux. Oh la vache. Donc, votre compo, votre intention de jeu, faites-moi rêver. Ravi, tu commences. Je vais essayer de m'appliquer à ne pas parler comme une vache espagnole. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, euh, c'est Trapp, Archiche, et puis bien sûr Pastore au milieu de terrain. Mais bon. Alors, la compo que je pense qu'Unai va mettre, ça sera donc Areola, Alves, Kim, Thiago Silva, Verratti, Mota, Rabiot, Di Maria, Cavani, Mbappé. Alors, en fait, je pense, dans l'idée d'Unai, dans une première partie, en première mi-temps, il va vouloir contenir le Real, les forcer à courir à droite, à gauche. Je pense que ce milieu, parce que déjà on a fait égal à Bernabéu au milieu de terrain, on s'est pas fait avoir par leur milieu de terrain, malgré les qualités qu'ils ont. Et je pense qu'avec Mota en plus, on aura la possession. Et c'est qu'à partir de la deuxième mi-temps, je pense vers la 65e, que là, Unai il va commencer en fonction du score, hein, bien sûr, à sortir les chevaux, à lâcher les chevaux, à sortir Mota, et puis à faire rentrer nos artistes Draxler, Pastore. Mais voilà, sinon, si on se fait éliminer, de toute façon, moi, je prends une douche froide et j'arrête le foot. Tant que ça. On te revoit plus pour les podcasts, d'accord. Voilà, c'est fini. Clément? Pour moi, Areola, parce que clairement, je trouve qu'il est sur une pente ascendante depuis quelques semaines. Il a fait un mauvais match, je sais plus face à qui. Mais globalement, je le trouve beaucoup plus serein que en début de 2018. Ensuite, à gauche, alors je sais pas s'il mettra Berchiche ou Kurzawa, sachant que Kurzawa est peut-être plus à l'aise techniquement pour ce genre de match où il va nous falloir des munitions offensives. Ensuite, moi je mettrais Kimpembe, Thiago Silva, Dani Alves. Ensuite, Thiago Motta, Verratti, Rabiot. Et Di Maria, Cavani, Mbappé. Et après, je pense que Draxler, Pastore et Diarra vont rentrer au cours du match pour assurer le score. Ou pour rattraper un but s'il nous en manque un. Merci à toi, Clément. Olivier? Moi, avant de parler de compo, je me pencherai d'abord sur le projet de jeu. Parce que notre challenge, c'est pas celui qu'on rencontre toutes les semaines. Là, on a 2 buts à remonter. Donc, il faut pas s'attendre à ce que le Real prenne des risques. Ils vont être bien en place, ils vont pas laisser d'espace. Donc, il va falloir qu'on envoie des joueurs techniques, des joueurs capables de faire les différences, des joueurs capables de franchir des verrous. Et c'est pas avec les compositions conservatrices d'Emery
que ça va pouvoir se faire. Mais d'ailleurs, je ne pense plus que Emery ait grand-chose à dire dans la Copo actuellement. Moi, je pense que les joueurs ont repris la main depuis Madrid et je pense que c'est eux qui vont trouver le bon système. Alors moi, j'aimerais une équipe très compacte, dimensionnée pour trouver des brèches, avec des joueurs provocateurs, balle au pied, mais aussi bons passeurs dans la relance. C'est pour toutes ces raisons que j'abandonnerais le 4-3-3 pour jouer en 4-2-3-1, qui se transformerait en 4-4-2 à la perte du ballon. Alors avec Alves, bon le gardien, l'un ou l'autre, ils sont aussi décevants l'un que l'autre, donc ça m'intéresse pas. Sinon après, Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Berchiche en défense. Comme j'ai dit, moi je préfère largement Silva à Marquinhos, surtout pour un match comme ça. Et Kimpembe est indispensable avec l'un des deux, pour toutes les raisons qu'on a dites. Au milieu, mon cœur associerait Marco et Mota, mais j'ai beaucoup de craintes dans un match de ce niveau-là pour le physique et le rythme de Mota. Donc, un peu à contre-cœur, je proposerais un duo Marco-Rabiot. Et devant eux, j'alignerais Di Maria à droite, Draxler à gauche. Curieusement, c'est les deux joueurs qui ont fait une très bonne deuxième partie de saison l'année dernière. Et je tenterai le coup de Pastore en 10, libre, dans l'axe pour animer le jeu offensif en l'absence de Neymar, avec des consignes de repli très strictes pour Di Maria et Draxler à la perte du ballon. Je ne mettrai pas Mbappé, que je garderai en impact player pour la 60e minute s'il faut vraiment forcer la décision, et je positionnerai Cavani, parce que Cavani, on en a besoin pour être une pointe offensive, mais également être le premier défenseur comme il le fait si bien. Moi, je suis pour qu'on ait une équipe très offensive pour ce match-là où on doit absolument marquer. Messieurs. Moi, je suis d'accord avec sa compo. Ouais. C'est vrai qu'elle est séduisante, ouais. Mais ça sera pas. Tu vois, Olivier, ça doit être Mais toi. il le fera pas. Ça doit être toi le. Il le fera du pas. PSG. Il le fera pas. Il va encore nous refoutre Mota, Verratti, Rabiot. Moi, je suis désespéré s'il fait ça. Je suis désespéré. Je veux bien qu'on meure, mais les armes à la main, quoi. Qu'on fasse pas le truc qui marche pas, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Moi, j'y plus rien parce que. Mais tu sais, après la question, c'est que Olivier, moi je suis d'accord, hein, mais quel coach le ferait autrement? T'en as pas beaucoup en fait. Ouais. T'as pratiquement aucun coach qui ferait autrement. Vraiment, à part à jouer dans un autre système en 4-4-2. Le 4-2-3-1, il est pas trop à la mode non plus. Et Allegri, Conte, Simeone, ils jouent pas comme ça. Ils jouent pas avec 4 offensifs. Enfin, si Simeone de temps en temps. Mais voilà quoi. À part Pep Guardiola, cette vision d'avoir un 10 au milieu de terrain, je pense que c'est la vision qu'a eu le Barça, qu'il y en a eu d'autres dans le passé, hein, évidemment. Et c'est la meilleure des visions, je pense. Mais on a du mal avec ça. Mais je crois surtout que, quelles que soient tes idées philosophiques du football, il y a quand même une règle qui me semble de base, qui est de faire jouer les meilleurs, de faire jouer tous les meilleurs, et non pas de s'acharner sur une compo parce que c'est ta compo préférentielle, mais que tu n'as pas les joueurs qui sont dans l'état physique ou dans l'état technique de pouvoir animer ça comme il faut. Moi, je préfère jouer Pastore en pleine forme. Hier, il m'a rassuré totalement. J'ai retrouvé le Pastore qu'on avait perdu, je dis, depuis Zlatan et depuis Neymar. Voilà, ce joueur-là, c'est un joueur qui est fait pour ces matchs-là, qui peut apporter un élément de déstabilisation. Zidane, il a probablement pas prévu quelque chose contre ça. Et si on a besoin de marquer vite, ça serait une belle surprise. Ça serait une très belle surprise et un très beau match, j'en suis sûr. Eh bien, mes amis, c'est sur cette note d'optimisme que nous allons nous quitter. Vous m'avez fait rêver et j'espère que vos pronostics vont se réaliser. Sinon, moi, je fais comme Ravi, quoi. Ravi, on part tous les deux ensemble sur une île déserte où il n'y a pas de football et puis on fait. Sibérie. Ouais. Et le tien, d'ailleurs, tu ne l'as pas donné, le tien. De compo? Non, ton pronostic. Oui, ta compo. Ta compo. Ton pronostic et ta compo. Vous me mettez face au mur là. Moi je sais pas, moi je vais faire le négativisme parce que j'ai peur que sinon le karma, moi je vais faire une inverse de Basto. Je pense qu'on va perdre 7-0 avec 7 buts contre son camp de Kurzawa. Non, en vrai je sais pas mes amis, je sais pas, j'ai du mal à y croire. J'avoue, j'ai du mal à y croire. Je vois un 2-1. D'ailleurs Basto il le sent bien ce match. Ouais, mais justement. Moi, je vois un truc qui est un peu compliqué, un 2-1 ou un truc comme ça. Je nous vois éliminés, mais vraiment de peu, quoi. Et ma compo, moi, si je devais faire une compo, je ferais Thiago Silva, Kimpembe. Dans les buts, je mettrais Areola, Kurzawa, Alves.
Au milieu de terrain, je mettrais Mota, Verratti, Pastore. Et Draxler devant avec Cavani et Di Maria. Voilà, c'est ce que je ferais. Mes amis. Et Belle compo. Et sur ça, je vous fais des bisous, mes amis. Merci à vous pour ce podcast. Merci à vous pour ces belles analyses. C'était un plaisir d'être avec vous pour cette heure-là. Un plaisir d'être avec toi, Clément. Notre première tous les deux. Ouais, avec plaisir aussi. Ouais. Du coup, bonne soirée, mes amis. Et bon match pour le Real. Olivier. Ouais. Il y a 3 avant. Ouais. Et bonsoir aux Troyens aussi. Hein. Ouais, bonsoir, Troyen. Olivier, Olivier, si tu nous écoutes, on t'aime. Ouais, Olivier, Bah, bonne soirée. bonne soirée. Je sais pas dans quel état Bonne on soirée sera. à tous. Ça sera une belle soirée. À bientôt. Super. Bonne soirée, Ravi. Ciao, ciao. Bonne soirée, Clément. Ciao, bonne soirée. Et je vous invite à aller sur notre site web www.leclubpanam.fr pour des articles de qualité. On va préparer ce match comme il se doit. Et à bientôt, mes amis. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Bonsoir. Ciao.